Le sujet de la troisième conférence concerne les enjeux de sécurité JO 2024. Vous avez un beau panel qui va vous permettre à la fois d'y voir plus clair, de mieux appréhender les enjeux. Et à la fin de cette conférence, il y aura de l'interactivité avec le public. Si vous avez des questions à poser, ce sera le moment. Place à toi et à l'ensemble des intervenants. Merci Séverine. Entendu. Merci beaucoup. Alors écoutez, on va procéder peut-être un petit peu différemment de ce qui est généralement fait. Je vais passer mon micro et je vais vous laisser chacun d'entre vous vous présenter. Nous allons commencer par vous. Bonjour à toutes et tous. Bertrand Gaume, je suis préfet de l'Essonne. Bonjour à toutes et à tous, je suis le général Christophe Husson et je commande la gendarmerie dans le cyberespace. Bonjour à tous, je suis Valentine Altmaier, je suis commissaire de police à la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la police nationale. Bonjour à tous, je suis Fabrice Olia, je suis le responsable France Sécurité de la multinationale allemande Siemens Gamesa. Voilà. Bonjour à tous, Olivier Clodon, je suis le maire de Hyères. Bon, comme vous le savez tous, nous avons un événement planétaire qui va se dérouler en France l'année prochaine pour les JO olympiques, les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Tout ceci va donner des opportunités, mais également il y a un certain nombre de risques qui sont identifiés. On va essayer de les lister, alors non pas forcément juste d'un point de vue risque, mais de cette pénurie, de cette tension au niveau de l'emploi qui en découle, et comment nos différents intervenants en fait vont pallier à cette problématique. Général, peut-être que vous pourriez faire un point sur l'état de la menace, sur les grands événements, les JO et justement cette tension d'emploi. Oui, merci Séverine. Alors, je vais parler des Jeux Olympiques, ce que la gendarmerie met en place aujourd'hui, et également faire le lien avec la partie formation, recrutement, et essayer d'illustrer au travers des JO l'ensemble des métiers qui sont les nôtres en matière de cyber. Alors, sur les différentes actions qui ont été entreprises dans le cadre des JO, la première partie, c'est la partie amont, c'est-à-dire avant que les JO ne puissent arriver. Le premier point, c'est l'état de la menace, c'est-à-dire essayer de savoir aujourd'hui ce qui se passe. C'est une action qu'on fait déjà depuis quelques temps, qu'on continuera à faire jusqu'au moment des JO, jusqu'à ce que les JO se soient passés. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'analystes qui effectuent des recherches sur des sources très diverses, des sources ouvertes, et qui permettent de pouvoir identifier les signaux faibles aujourd'hui en matière d'attaque cyber. C'est typiquement ce que l'on fait dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby. C'est là où on commence déjà à avoir un certain nombre de choses. Et donc il y a un premier métier qui se dégage, qui est celui de l'analyste en matière cyber. Et on souhaite aller bien plus loin, puisqu'on est en train de mettre en place un dispositif plus avancé, qui est basé sur une plateforme de CTI, de Cyber Threat Intelligence. Et là, nous avons très clairement des ingénieurs qui travaillent sur le sujet pour la mise en place en amont des Jeux Olympiques. Donc c'est un autre métier aussi, à la fois des ingénieurs civils, mais également des ingénieurs qui sont des militaires de la gendarmerie et des officiers en particulier. Donc des illustrations de plusieurs métiers. Toujours dans la partie amont, on a initié également un dispositif de fraude à la billetterie, puisqu'on a vu fleurir, à partir du moment où les billets ont commencé à être vendus dans le cadre des JO, un certain nombre de faux sites qui tentent de vous revendre des billets à un prix évidemment particulièrement important, mais rassurez-vous, de toute façon, vous ne recevrez jamais le billet qui a été commandé. Et sur ce dispositif, eh bien, on travaille beaucoup en l'identification des sites, en recherche en source ouverte, en mobilisant nos gendarmes, nos cybergendarmes, mais également nos réservistes. Et je pense que là, c'est important aussi d'en parler. On a en gendarmerie 400 réservistes qui sont des cyber-réservistes. Alors, il y a plusieurs types de réserves, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, de l'opérationnel, de la réserve également citoyenne. Et on identifie par compétence chez ces réservistes ceux qui peuvent travailler dans le domaine notamment des recherches en source ouverte. Et on a mis en place, parce que ça nous paraît très important, un mentorat entre des réservistes de la gendarmerie, entre des personnels de la gendarmerie, une sorte de vie ma vie pour que les réservistes qui sont des gens de la société civile puissent découvrir tout ce que l'on fait en gendarmerie, notamment dans le domaine du cyber, mais également pour les militaires de la gendarmerie ou les personnels civils de la gendarmerie, et bien découvrir le sujet cyber dans les entreprises, dans les administrations qui ne sont pas celles de la gendarmerie. Donc vraiment un dispositif totalement croisé. Et puis on a également sur la partie amont la prévention. La prévention parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous avez tout un tas de systèmes d'information qui vont être mis en place dans le cadre des Jeux Olympiques. Alors ça peut être tout simplement un système d'information qui vous permettra d'accéder à un stade dans le cadre d'un événement. Mais il y a tout un tas aussi d'acteurs
en la matière. C'est ce qu'on appelle la supply chain, toute la chaîne d'approvisionnement, et vous avez un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4, un niveau 5, qui sont des entreprises qui vont être des prestataires, qui vont être répartis sur tout le territoire national, y compris aussi outre-mer. Et là, la gendarmerie, eh bien, elle peut aussi apporter son appui dans le cadre de la résilience. C'est aussi un peu notre fonction. Et on effectue des pré-diagnostics cyber au profit des entreprises, au profit de certaines collectivités qui peuvent avoir un rôle aussi dans le cadre des JO. Et ça, on s'appuie sur notre maillage territorial et sur nos 9000 cybergendarmes qui sont déployés sur tout le territoire national. Alors 9000 cybergendarmes, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment l'effort qu'on a mis en place. Avec 4 niveaux différents, celui de la brigade de gendarmerie, donc on a des gens qui sont positionnés au niveau des cantons, ensuite vous avez le niveau départemental, le niveau régional et le niveau national, toujours un principe de subsidiarité, de complémentarité des moyens, et avec des niveaux de formation qui sont différents entre les uns et les autres. Formation initiale en école, on a mis en place des e-compagnies pour donner la culture cyber et numérique à tous nos gendarmes. Et puis ensuite, le Centre national de formation à la cybersécurité, qui a été évoqué tout à l'heure par la colonelle Pesan, et qui permet de faire de la formation en continu au profit de nos gendarmes. Et puis on a également aussi la mise en ordre de marche, évidemment, sur la partie opérationnelle, puisque à un moment ou à un autre, peut-être, on peut espérer que non, mais on sera soumis à des attaques cyber. Et ça veut dire la capacité à pouvoir projeter sur tout le territoire un triptyque. Pour nous, c'est à la fois des enquêteurs, puisque c'est notre métier, côté gendarmerie et côté police nationale, également des spécialistes techniques, techniciens ou ingénieurs, en fonction du niveau auquel on a été confrontés en termes d'attaque, et puis des spécialistes également de la gestion de crise. Et là encore, on revient sur ces 9000 cybergendarmes sur tout le territoire, et l'idée c'est de pouvoir apporter le même niveau de sécurité, le même niveau à l'ensemble des entités qui ont été atteintes sur le territoire. Et puis, pour aller encore au-delà, et là on est peut-être sur une crise d'importance sur l'ensemble du territoire et sur des infrastructures majeures, on se prépare en lien avec l'ANSSI notamment, potentiellement à ce qu'on appelle un débordement capacitaire, être capable de pouvoir renforcer l'ANSSI avec des spécialistes en matière de cybersécurité. Parce qu'au-delà de nos cyber-enquêteurs qu'on a sur tout le territoire, il y a également une chaîne système d'information et de communication à hauteur de 1300 militaires sur tout le territoire, y compris outre-mer, qui peuvent aussi potentiellement appuyer l'ANSSI dans le cadre d'événements majeurs où des collectivités ou des entreprises auraient pu être attaquées. Voilà de manière globale ce que l'on fait en gendarmerie dans le cadre des JO, la préparation amont, l'organisation dans le cadre de l'événement en lui-même, sur une illustration des différents métiers qui existent aujourd'hui en la matière. Il y a peut-être un point quand même sur lequel je pourrais insister, enfin c'est pas insister mais c'est l'évoquer, ça n'a pas de lien direct avec les JO, mais c'est celui de l'emploi des femmes. Aujourd'hui, comme cybergendarme, on a beaucoup de femmes, on a des enquêtrices, on a des spécialistes dans le domaine de l'analyse que j'ai évoqué tout à l'heure. On a également des femmes dans le domaine de la formation. Mais là où, malheureusement, il nous en manque beaucoup, c'est dans le domaine technique. On a très peu de techniciennes, on a très peu d'ingénieurs. Alors c'est pas un sujet qui est spécifique à la gendarmerie, c'est un sujet qui est global, y compris dans la société civile, tout simplement parce que dans les écoles d'ingénieurs, dans les classes préparatoires, dans le domaine numérique scientifique, on a assez peu de femmes. En tout cas, nous, on les accueille bien volontiers. Il faut qu'on fasse aussi découvrir nos métiers à la fois aux hommes mais aussi aux femmes. Et en tout cas, on vous lance l'appel aujourd'hui à celles que ça pourrait intéresser. En tout cas, ce n'est pas un métier spécifique pour les hommes, c'est bien un métier où on peut voir des hommes, des femmes, et dans différents domaines que j'ai pu expliquer, et notamment dans le domaine scientifique et technique. Je vais donner la parole à votre collègue de la police nationale. Je voulais préciser, en fait, nous avons Monsieur Crépin, en fait, qui est là de l'ANSSI, mais qui, par rapport au temps qui est imparti, n'a pas pu, ne pourra pas rester sur la totalité de la table. Madame, peut-être que vous pourriez présenter également vos missions et puis comment vous allez pallier aux tensions, justement, de type des différentes formations et peut-être parler de votre quotidien. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir présenter aujourd'hui les missions qui sont les nôtres et effectivement les enjeux liés aux grands événements, mais en fait à la cybercriminalité en général, qui font qu'on a besoin de recruter et qu'on a besoin de profils variés dans la police aussi. On est des services qui sont très complémentaires et qui travaillent régulièrement ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cybercriminalité, qui est un métier, un domaine à part entière, est une matière qui est en train d'exploser. On voit bien qu'elle recouvre énormément de domaines. La cybercriminalité, souvent, quand
Quand on l'imagine, on pense aux cyberattaques. Les cyberattaques, donc notamment les rançongiciels dont vous avez peut-être déjà entendu parler dans la presse, donc ce sont des entreprises qui se font attaquer, ou même des particuliers qui se font chiffrer toutes leurs machines, et ensuite ils reçoivent un mail de rançon en disant voilà, pour tant de bitcoin, je vous rends accès au système d'information de votre entreprise. Mais il y a d'autres types de cyberattaques, il y en a de nombreuses et elles ont beaucoup de conséquences. Et donc ça, c'est le domaine classique de la cybercriminalité. Mais en fait, lutter contre la cybercriminalité, c'est aller bien au-delà en termes d'infractions. Donc on s'intéresse à beaucoup de choses différentes. On va travailler aussi sur ce qu'on appelle des cyberservices criminels. Donc ce sont des solutions numériques qui sont aujourd'hui développées par la criminalité organisée, donc par des trafiquants de drogue par exemple, pour pouvoir communiquer par exemple de manière sécurisée. Ou blanchir de l'argent de manière sécurisée. Et donc ils ont avec eux, dans les organisations criminelles, des développeurs qui vont les aider à sécuriser et fermer en fait l'accès aux forces de l'ordre. Donc ça c'est un sujet, mais il y a plein d'autres sujets, Sonia Fibé en parlait, l'apologie du terrorisme en ligne, les escroqueries en ligne, qui font partie aussi du domaine de la cybercriminalité, les discriminations. Et ça, on le voit aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je remplace mon sous-directeur aujourd'hui, M. Guidou, c'est que M. Darmanin se déplace aujourd'hui sur notre plateforme Pharos, qui reçoit un nombre incroyable de signalements liés aux événements en Israël et à Gaza. Donc on lutte aussi sur ces problématiques-là de discrimination et de haine en ligne. Donc c'est un domaine qui est très large, et par ailleurs, le nombre de faits augmente beaucoup, parce que par définition, dans nos usages au quotidien, que ce soit pour acheter des choses, pour communiquer, on est de plus en plus numérique. Maintenant, on peut même avoir des frigidaires connectés. Donc, par définition, le domaine d'attaque s'est largement élargi, et les modes opératoires de la cybercriminalité se sont aussi simplifiés. Donc, vous avez aujourd'hui plus forcément une élite de criminels très bien formés, très geeks. Le cybercrime est accessible à tous. Puisqu'on a ce qu'on appelle le crime as a service, c'est quasiment des kits tout près de cybercriminels qui sont accessibles sur le dark web, etc. Donc ça rend aussi nos cibles beaucoup plus nombreuses. Et on a, autant auparavant, nos interpellations étaient à l'étranger et plutôt à l'est de l'Europe, autant aujourd'hui, on a de plus en plus d'interpellations en France avec des cybercriminels français qui se forment à ces questions-là. Donc, un large champ de domaines, et tous ces événements à cybercriminalité sont particulièrement concernés par les grands événements, notamment par les Jeux Olympiques, où on travaille là aussi sur la question des cyberattaques, qui est une réelle menace, mais aussi sur toutes les infractions que je vous décrivais, les escroqueries. Il va y avoir beaucoup d'escroqueries autour des grands événements. La question de la haine en ligne aussi, la question de l'apologie du terrorisme, donc on a un rôle à jouer. Et dans mon service, la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, on a des enquêteurs qui travaillent vraiment pour, classiquement, comme tout service de police judiciaire, arrêter des criminels, trouver des preuves, cesser l'infraction autant que possible, et puis essayer de récupérer des avoirs criminels. Et on le fait pour la cybercriminalité, pour tous les domaines que je vous ai indiqués. Et pour cela... J'engage un peu sur les profils qu'on recherche. Et pour cela, on va chercher beaucoup de profils. On a différentes manières de procéder. Les policiers, à la base, sont très généralistes, ont une formation qui est généraliste, et donc on a une mission qui est celle de les accompagner pour se former. Et c'est là, je trouve, qu'on a le meilleur témoignage du côté accessible de la formation numérique, et de se dire qu'il ne faut pas se mettre de frein. C'est que parmi les policiers, certains ont rejoint la police, même sans forcément le bac, et derrière sont accompagnés dans une formation continue pour pouvoir maintenant occuper des métiers du numérique, et s'y forment très bien. Donc il y a la possibilité de rejoindre la police de manière générale et ensuite de suivre un parcours numérique. On essaie aussi d'être plus attractif pour les gens qui auraient déjà en amont un attrait du numérique, en spécialisant aussi des formations initiales vers la cybercriminalité. Et puis on recrute aussi à l'extérieur, on recrute des gens qui auraient d'autres profils, qui viendraient du privé et dont on a besoin aujourd'hui dans la police pour travailler main dans la main avec des enquêteurs
Et ces profils-là, ils sont très variés. On a des métiers qui sont tous passionnants. On recrute des ingénieurs en cybersécurité qui, eux, vont beaucoup travailler à nous aider à analyser, par exemple, les petits logiciels, ce qu'on appelle les malwares, les logiciels malveillants, qui sont utilisés par les cybercriminels, qui vont essayer de trouver des indices et des traces pour qu'on identifie derrière peut-être quelqu'un qui a pu se connecter et qui est à l'origine de l'attaque. On va avoir des ingénieurs qui font des investigations en crypto-monnaie. Donc ça, c'est pas forcément des formations qui existent quand on sort du bac, il n'y en a pas beaucoup, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt personnel pour les crypto-monnaies et qui en général ont beaucoup de choses à nous offrir. Et on essaie de tracer sur la blockchain, parce qu'en fait c'est assez traçable, des mouvements de crypto-monnaies et ensuite d'essayer d'interpeller les personnes qui récupèrent l'argent de la cybercriminalité, mais aussi les personnes, de récupérer ces fonds-là et de pouvoir les rendre aux victimes. Donc ça, c'est un métier qui est passionnant. On fait des recherches aussi en source ouverte. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a sur Netflix une petite série qui est assez parlante, qui s'appelle, excusez mon anglais, mais Don't Fuck With Cats, qui est une série je vous invite à regarder, qui explique tout ce qu'on peut faire en recherche aujourd'hui d'empreintes numériques. Et toutes les traces que vous laissez aujourd'hui sur vos réseaux sociaux, ce sont des traces que vous offrez aux cybercriminels, mais que vous offrez aussi aux forces de l'ordre. Et donc, on a des spécialistes, parce que ça demande une certaine technicité, qui vont essayer de trouver des empreintes numériques, parce qu'il y a beaucoup de choses en ligne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des métiers d'analyste OSINT, si vous voyez ça sur nos offres. Et c'est vraiment très intéressant. Et puis, on recrute aussi des profils plus techniques d'ingénieurs de data et de développeurs. Parce que dans notre travail, je vous donne un exemple, on a travaillé sur une affaire qui s'appelle SkyECC. C'est une messagerie chiffrée qui était sur des téléphones chiffrés utilisés seulement par le très très haut niveau des trafiquants de drogue, qui sécurisait en fait tous leurs échanges. Et cette messagerie, sur cette messagerie, les criminels pensaient être complètement protégés. Et donc échangeaient des selfies devant des conteneurs de cocaïne. Donc on a, nous, des données qui sont extrêmement précieuses, qui ont pu être déchiffrées, récupérées. Et on a plus d'1 milliard de messages. Ce milliard de messages, il apparaît sur un disque dur, il est sur un disque dur et pas forcément de manière très lisible aux enquêteurs. Il faut ensuite qu'on ait des gens qui aillent reconstruire cette donnée, des ingénieurs, qui aillent développer des interfaces pour pouvoir interroger cette donnée et qui aillent aussi réfléchir. Parce que le milliard de messages, on ne va pas pouvoir forcément le lire à l'œil nu, tous les policiers, donc il va falloir aussi se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut, dans les images, essayer de repérer des armes? Comment est-ce qu'on peut, dans le texte, essayer de repérer les mots en français ou les numéros de téléphone, tout ce qui va nous aider à enquêter. Donc ça, c'est une démarche d'analyse data et d'ingénierie data qui est très intéressante. Et donc on recrute des développeurs sur ces matières-là. Et puis on recrute également ce qu'on appelle des administrateurs systèmes et réseaux. C'est des gens qui s'occupent de monter nos réseaux et aussi de les sécuriser. Voilà. Je vous remercie. Avant d'aller un peu plus loin sur l'IA, je vais peut-être donner la parole à Monsieur Gaume. De quelle manière vous voyez cet impact au niveau des JO sur votre territoire, et puis après donner la parole également à Monsieur le maire merci déjà de nous accueillir pour cette 11e édition, et justement tous ces impacts, qu'est-ce qui va en découler? J'ai une question que je me permettrai, qui n'engage que moi, et je pense que voilà, ça apportera aussi des sujets, des réponses qui sont nécessaires. Merci Madame. L'arrivée des Jeux Olympiques en Essonne emporte un certain nombre de sujets. D'abord, l'Essonne n'est pas un département avec des sites olympiques. Donc déjà, ça exclut la sécurité physique périmétrique que les gendarmes et les policiers vont avoir à assurer sur les sites olympiques. Et comme on était beaucoup sur le cyber, dans l'espace réel, c'est un vrai sujet. Mais il y aura en Essonne au moins 2 zones de célébration. Il y en a une qui est commune. Monsieur le maire de hier, que je salue, est également conseiller départemental, en charge de plusieurs thématiques au conseil départemental, et en lien avec cette institution qui, pour les Essonniens de l'étape, vous le connaissez, c'est le conseil départemental et
propriétaire et gestionnaire du stade Bobin. Et donc il y aura au stade Bobin une zone de célébration commune entre le conseil départemental, la ville d'Évry, Grand Paris Sud, mais qui sera ouverte à l'ensemble des intercommunalités des communes, des 194 communes de l'Essonne, qui sera ouverte pour toute la durée des Jeux Olympiques, notamment pour les jeunes. Je m'adresse aux jeunes qui sont dans l'assistance et qui permettra de découvrir des pratiques sportives innovantes et d'avoir également des retransmissions d'épreuves. Donc évidemment en termes de sécurité, sécurisation de cette zone de célébration. Il y en aura une autre également dans le sud du département à Étampes avec une base de loisirs du conseil régional. Mais je suis sûr que les élus, et monsieur le maire aura sans doute toujours décidé, ils seront toujours décidés en la matière, surtout si les équipes de France, on peut penser au sport collectif, basket, hand, football, etc., vont loin dans les épreuves, on peut se retrouver avec évidemment des sujets. Pour autant, la sécurité des Jeux Olympiques, en préalable, il y a le parcours de la flamme qui passera en Essonne et qui nécessitera ce jour-là, c'est le 22 juillet 2024 que la flamme olympique traversera l'Essonne, avec également un enjeu important pour le département, qui est que nous n'avons pas de site d'épreuve olympique, mais nous avons une institution olympique qui est essentielle, puisque c'est le laboratoire antidopage qui sera situé à Orsay, sur le plateau de Saclay, et qui aura un rôle absolument important à jouer en termes de viabilité des épreuves et de sécurisation à apporter. Et puis, comme je comprends que nous sommes dans une réunion autour des questions d'emploi, d'employabilité, d'avenir pour la jeunesse, je voudrais m'adresser, je vais retrouver mon téléphone mobile, parce que j'ai une anti-sèche qui figure dessus, et je diffuserai le fichier PDF que je vais récupérer quant à présent, puisque c'est un flyer que vos institutions, et notamment je salue madame la principale, mais on va aussi le diffuser, on l'a jusqu'à présent diffusé principalement dans les lycées, évidemment, et également dans l'enseignement supérieur, parce qu'il faut avoir 18 ans en juillet-août 2024. C'est que les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est une opportunité incroyable en termes d'emploi et en termes de formation. Et si vous êtes intéressé par des métiers autour, j'allais dire, de l'accompagnement de grands événements, de leur sécurisation, vous pouvez rejoindre l'équipe olympique sur l'ensemble de ces métiers-là, avec une formation d'un certificat de qualification professionnelle, ce qu'on appelle un CQP, que connaissent bien les dirigeants d'entreprise qui sont aussi dans l'assistance. C'est une formation qui est rémunérée. Donc là, ça veut dire qu'un lycéen, une lycéenne, un étudiant, une étudiante qui s'inscrit à cette formation, elle est rémunérée, cette formation, autour des métiers de la sécurité. Et ensuite, l'emploi, pendant la durée des Jeux Olympiques, est également rémunéré, évidemment. Et si vous êtes boursier scolaire ou de l'enseignement supérieur, cet emploi ne vient pas impacter le revenu fiscal de référence qui est calculé pour calculer la bourse. Pardon de faire mon technocrate, mais je fais de la retape. En clair, ce que je vous parle là, ce dont je vous parle là, c'est d'un job d'été pour lequel c'est de l'argent de poche net qui ne vient pas vous empêcher de continuer de percevoir la bourse, et qui intervient justement sur les 2 mois d'été, là où les bourses, quand on est étudiant, sont suspendues. Donc c'est quelque chose d'intéressant. La filière recrute. Nous avons en Essonne notamment Mondial Protection, qui est une entreprise importante de sécurité privée, le COJO, comité olympique, va faire des appels d'offres, des appels à projets, etc. Mais vu l'intégralité des sites
à embarquer, c'est quelque chose d'important sur lequel je voulais revenir. Et puis, si je peux me permettre un dégagement hors Jeux Olympiques, c'est que je m'adresse notamment là aux jeunes gens et de l'assistance. En vérité, ces institutions, police et gendarmerie, accessoirement le monde des préfectures, des sous-préfectures également, mais tous ces services de l'État à vocation régalienne, ce sont des services dans lesquels on commence, comme ça a été dit à quelques reprises, en étant très généraliste et qui peuvent offrir des capacités de rebond et d'évolution, de carrière, d'intérêt, de centres d'intérêt et d'évolution qui sont absolument incroyables, tout en offrant un cadre de travail sécurisé, puisque ces institutions interviennent dans des champs qui, comment dire, si on était dans le monde marchand, on dirait que la part de marché des sujets de sécurité n'est pas neutre dans la société contemporaine actuelle. Donc ça veut dire que ce sont des institutions qui par ailleurs offrent une qualité de vie, une qualité d'engagement et une diversité sur lesquelles je ne peux que vous inviter à les rejoindre. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le maire, en fait, j'ai une question plus précise. Donc, bien évidemment, l'impact des JO sur votre ville. Est-ce que vous ne craignez pas, avec la mobilisation justement de la police et de la gendarmerie sur les grands événements et les JO à d'autres endroits, des endroits typiquement où il y aura ces événements-là, le dépeuplement en fait de la partie de sécurité sur votre ville, comment vous allez la gérer? Non, il ne le craint pas, on n'est pas du tout orienté. Je répondrai à la note. Et de toute manière, en effet, monsieur, ce sera parfait, puisqu'en fait, la région de l'Essonne est multiple et comporte en fait des sujets prégnants de sécurité, de RICS, de bandes, etc., etc. Et en effet, je pense que c'est un vrai sujet pour vous. Et ensuite, Fabrice, toute la partie de l'IA permettra justement de poursuivre la réponse, de comment pallier à cette tension. Monsieur le maire? Bon, merci beaucoup. Alors, si monsieur le préfet n'avait pas été là, j'aurais fait une réponse pas politiquement correcte, mais monsieur le préfet est là. Et comme on a beaucoup de sujets à voir ensemble, et qu'on a beaucoup de sujets en discussion ensemble, je vais faire très politiquement correct, évidemment. Ah ben j'ai bien fait de venir. Voilà. Bon, non, je plaisante. D'abord, je voulais vous dire qu'on est très heureux, et merci à tous celles et tous ceux qui sont dans la salle d'être avec nous pour cette conférence. On est très heureux d'accueillir ce forum hier, et je salue la présence des élus Gaël Bougerolles, Fabrice Goduf et Jean-Claude Leroux, et Daniel Rousseau-Nussbaum, que je vois là-haut, la présence des élus de hier, et également, pour beaucoup d'entre eux, pour tous d'ailleurs, élus de la communauté d'agglomération qui organise ce forum. Je vois Salima Goujdad aussi, qui a longtemps été Hieroise, principale de lycée, qui maintenant a fait un saut de puce jusqu'à Brunois, mais que je salue. Je voulais d'abord vous remercier, et puis évidemment, moi, je n'aurais pas une intervention de spécialiste comme vous l'êtes, sur la sécurité ou sur la cybersécurité, parce que j'en suis pas un, mais je voudrais effectivement apporter peut-être un témoignage de maire d'une ville de banlieue à 20 km de Paris, de 30 000 habitants, dans un pays qui s'apprête, et c'est le sujet d'aujourd'hui, à accueillir effectivement les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça entraîne pour nous? D'abord, le fait, on est Hierois, mais on est avant tout français, donc la joie d'accueillir un événement comme celui-ci, qui est un événement planétaire dans notre pays, et puis la joie d'y participer par toutes les façons possibles. Alors, monsieur le préfet l'a rappelé, notre département, et en particulier notre agglomération, n'est pas engagé directement. Nous n'accueillons pas de compétition, nous n'accueillons pas d'équipe en résidence, nous n'accueillons pas de délégation, donc on n'a pas cette problématique de sécurité directe. En revanche, il y a plusieurs sujets de sécurité indirecte ou par ricochet qui vont forcément nous impacter et qui sont pour nous une source, non pas de crainte, mais qui sont une source en tout cas d'intérêt, de réflexion, et de savoir comment on s'organise. Ces sujets, il y en a plusieurs, mais je vais en donner trois. Le premier, c'est que si on n'accueille pas de compétition, on a ici par exemple beaucoup de chambres d'hôtes, par exemple, ailleurs, donc on va accueillir forcément des spectateurs
des Jeux Olympiques qui vont venir ici, qui vont donc de fait, et j'allais dire mécaniquement, augmenter la population de la ville pendant un temps, la présence dans les rues, etc. Alors, ça peut être un sujet ou pas, en tout cas pour nous c'est une réflexion. On a un deuxième sujet qui est le fait que les Jeux Olympiques, ça met de toute façon le zoom, la loupe sur un pays donné. Il a été rappelé tout à l'heure, je crois, en matière de cybersécurité, notamment différentes attaques qui ont eu lieu récemment. Notre département n'a pas été épargné, notre agglomération non plus. Vous avez sans doute entendu parler de la cyberattaque qui a touché notamment le centre hospitalier sud-francilien, quelques kilomètres d'ici à Corbeil. La ville de Brunois aussi a été impactée en tant que collectivité locale. Et évidemment, ces attaques venaient à chaque fois de l'étranger, du monde entier, mais de pays étrangers. Et à partir du moment où il y a un zoom sur un pays d'actualité, évidemment, il y a un risque que ce type de pratique se multiplie, en tout cas, soit peut-être plus nombreuses qu'en temps normal. Donc nous, on a un deuxième sujet, mais j'allais dire, on l'avait déjà avant, mais peut-être qu'on va encore le renforcer, qui est cette protection de cyberattaques des données d'une collectivité locale comme le numérique, qui a beaucoup de données importantes. Ça serait une catastrophe qu'on se fasse par exemple voler le fichier des cantines scolaires, sur lequel vous avez tous les noms, adresses des enfants, des parents, le RIB, etc. Enfin, plein de données bancaires. Ça, ce sont des fichiers qui peuvent paraître comme ça anodins, qui sont en réalité extrêmement sensibles. Et puis alors, tant pis, je me lance, monsieur le préfet, mais vous m'avez tendu la perche sur le troisième point. Évidemment que la sécurité sera davantage présente là où, sur les sites olympiques, et là où il y aura de l'actualité, là où il y aura des gens présents, et j'allais dire c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Donc ça on le comprend très très bien, et c'est vrai qu'après nous notre souci, c'est quand même le maintien de l'équilibre, parce que sur notre territoire, pourquoi ça tient la sécurité? Ça tient parce qu'il y a un parfait travail de collaboration entre les polices nationales et municipales et les différents acteurs de la sécurité. Ça marche comme ça et ça tient comme ça. Je ne veux pas parler pour mes camarades de l'agglomération, mais je vais parler pour hier. Simplement, pourquoi hier aujourd'hui est la 5e ville de France la plus sûre? Parce qu'il y a une parfaite entente entre les deux polices, nationales et municipales, parce qu'on met en commun nos moyens, par exemple les moyens vidéo, et puis parce qu'il y a des polices municipales très importantes ailleurs en nombre et armées. Et ça fonctionne sur cette collaboration en grande partie. Donc le risque pour nous, c'est que pendant quelques semaines, évidemment, cette collaboration soit moindre, ou forcément un petit peu affaiblie, puisque les forces de police nationale, et encore une fois, on le comprend très bien, pourront être mobilisées sur d'autres sites, à d'autres endroits. Et donc nous, notre travail, notre enjeu, sera de conserver le même niveau de sécurité dans une commune comme la nôtre, en dépit de cette affaire-là. Voilà. Mais je suis persuadé que nous allons y arriver, comme nous avons toujours réussi à le faire. Et puis un dernier mot, et puisque ça a été rappelé aussi par monsieur le préfet, nous sommes dans une réunion qui concerne l'emploi, et qu'il y a des jeunes dans la salle. Ailleurs, on recrute aussi. On recrute pas seulement pour les Jeux Olympiques, mais en règle générale, et notamment dans le domaine de la sécurité, ou alors cybersécurité un peu moins, mais sécurité. La police nationale est en phase de recrutement. La maison des jeunes, je ne sais pas si Audrey est encore... Non, Audrey est partie. Audrey Vaquier. Notre élu à jeunesse, la maison des jeunes recrute des animateurs. Et va en recruter d'autant plus pour la période des Jeux Olympiques. Et puis le service informatique aussi recrute, mais ça c'est tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas aussi à pousser les portes de la mairie, à aller sur le site de la mairie et à regarder nos offres d'emploi, parce qu'il y a des choses intéressantes à faire, il y a des carrières à faire dans une collectivité locale. Voilà, merci beaucoup. Merci. Fabrice, tu peux peut-être nous parler de l'importance, nous donner peut-être une vue d'ensemble et de l'importance de l'IA dans la sécurité moderne, et puis d'autant plus dans des cas de grands événements, qui peut être une source et une opportunité pour pallier justement à cette tension et ces nouveautés et tous ces risques d'attaque. Oui. Alors pour commencer, je vais peut-être... alors je me suis présenté tout à l'heure comme un responsable sécurité d'une multinationale allemande. Je suis aussi docteur en sciences de l'information et de la communication. C'est pour ça que peut-être je le dis parce que ça permet de comprendre pourquoi je parle d'intelligence artificielle. Mon point de vue est qu'aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle nous a permis de révolutionner le monde de la sécurité, clairement. Je pense qu'on a tous compris, moi personnellement maintenant étant dans le privé, je viens de la police nationale, j'ai passé 22 ans dans la police nationale. Donc, voilà, pour une thèse de doctorat, je suis parti
dans le privé. Et donc maintenant, en tant que recruteur, je pense effectivement que le côté cognitif et le côté qualitatif de l'humain dans la sécurité est pour l'instant un peu compliqué. On a du mal à recruter, je pense que l'État aussi a du mal à recruter, ce que je dis c'est pas secret, c'est voilà, pour le moment. Voilà. Et du coup on est dans un état de limitation capacitaire humaine. Donc l'intelligence artificielle est pour le moment bienvenue. Je pense qu'il nous permet d'augmenter nos capacités en termes sécuritaires d'analyse, de détection et puis de proactivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'aller chercher, grâce à l'intelligence artificielle, des données qui nous permettent de détecter les signaux faibles, par exemple dans les réseaux sociaux. Pour mettre ensuite des mesures de prévention sécuritaire pour tel ou tel événement et éviter des catastrophes. Et je pense que pour les Jeux Olympiques, c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que déjà, on est, comme le disait Monsieur le maire, c'est un événement qui est planétaire. Je pense qu'on est tous d'accord. Je suis peut-être un peu biaisé parce que un peu sportif, mais c'est quand même un événement où tout le monde va nous regarder. Et je pense qu'on aura des enjeux sécuritaires, et ces enjeux sécuritaires-là, il va falloir les relever parce que tout le monde va nous regarder. Alors je suis peut-être un peu patriotique, hein, je suis un ancien policier, je pense qu'on a une belle force de sécurité dans notre pays. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, on est ouvert à l'intelligence artificielle et que cette intelligence artificielle va nous permettre d'avoir une sécurité un peu plus augmentée. Voilà. Mon point de vue, c'est que oui pour l'intelligence artificielle, mais je préfère préciser dans certaines conditions. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de collaboration, parce que sinon je vais faire des ennemis, mais dans un esprit on va dire de complémentarité, oui. Dans un esprit de substitution, non. Et je pense que ce qui est bien aujourd'hui, c'est que par exemple pour les Jeux Olympiques, on a vu qu'on a une vidéosurveillance augmentée. On va pouvoir suivre des mouvements, ou détecter des mouvements un peu suspects en préservant l'anonymat de l'individu. Et je pense que c'est très bien, puisque il y a quelques années, si vous vous rappelez tous un peu de ce qui s'est passé, on avait ce problème avec l'intelligence artificielle, avec la vidéosurveillance, avec ce sentiment de protection, ce sentiment de surveillance, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait. Et je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, on commence à comprendre que grâce à l'intelligence artificielle, on peut avoir un phénomène sécuritaire qui est certes augmenté, mais qui va nous permettre d'aller un peu plus loin dans la maîtrise sécuritaire de grands événements comme les JO. Donc je trouve que c'est très bien. C'est ce que mes recherches sont orientées vraiment sur cette thématique. Pour la petite information, j'ai fait ma thèse de doctorat dans la police à l'ambassade de France en Afghanistan. J'étais dans les services spécialisés. Et j'ai étudié justement les effets de ce genre de technologie sur nos comportements à nous tous. Et j'ai vu que et je terminerai sur ça, s'il y a un facteur qui est très important, c'est l'acceptabilité. C'est-à-dire que si on n'accepte pas ce genre de technologie, je l'ai vu en Afghanistan, j'ai mis en place une solution de géolocalisation, il n'y a rien de secret, tout est... et que ce n'est pas accepté par le public, même si vous êtes dans des conditions où vous avez un risque qui est imminent, l'outil non seulement n'est pas utilisé, mais il est mal utilisé. Parfois, il n'est même pas utilisé du tout. Hein, c'est vraiment... voilà. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde aujourd'hui de comprendre qu'il est important d'essayer de réfléchir à cette technologie augmentée, technologie de sécurité augmentée. Et comme je dis tout le temps, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas là pour donner une expertise, je suis là pour donner des pierres et faire en sorte que les gens récupèrent quelques pierres que j'ai pour construire leur propre façon de penser. Parce que je pense que c'est un sujet qui est très compliqué et qu'on ne peut pas apporter la vérité absolue sur ce type de topic, pardon, en anglais, sujet, merci. Voilà. Ok, merci. Fabrice est très humble, mais en tout cas il a un profil complètement, pas forcément atypique, mais un vrai parcours inspirant, et je vous invite à échanger avec lui après cette table ronde. En effet, pour l'IA, l'IA c'est beaucoup de choses, hein, mais c'est surtout des données, donc retrouver les bonnes données, on parlait de signaux faibles ou autres,
les bonnes données au bon endroit, de manière à faciliter le travail des analystes et basculer que le temps d'analyse soit supérieur au temps de recherche. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et d'où l'importance également de la collaboration et de la coopération entre les différentes forces de sécurité, qu'elles soient privées, publiques, et l'engagement justement de nos élus et de toutes les forces. Et je voulais faire un lien aussi avec l'IA, et tu parlais de biais cognitifs. En fait, ce sont les mêmes biais qui nous empêchent de postuler, de se sentir légitime ou d'aller vers tel ou tel métier. Et il faut justement dépasser ça. Faites confiance à des personnes qui vont peut-être identifier quelque chose chez vous, même si vous ne vous sentez pas légitime. D'autres personnes qui sont beaucoup plus matures ou avec d'autres habitudes ou d'autres objectifs peuvent détecter justement ce champ des possibles. Et faites confiance, même si vous n'avez pas, c'est ce qu'on avait déjà abordé sur la première table ronde, la totalité des compétences. En tout cas, vous pouvez les acquérir même si vous ne les avez pas tout de suite. Voilà. Donc ne vous bloquez pas. C'est le leitmotiv de cette journée, c'est vraiment oser, soyez audacieux et bousculer en fait tous les codes. Il faut faire bouger les lignes. Peut-être qu'on peut donner la parole après si vous avez d'autres mots pour terminer sur justement ces profils et augmenter et orienter et ouvrir justement tous ces métiers différents au personnel féminin ou en tout cas des personnes également qui sont un petit peu plus moins enclines à aller vers tel ou tel métier. Je peux juste dire un mot sur ce sur quoi on travaille aussi en prospective. Quand on parle d'intelligence artificielle, certes ça peut être très intéressant pour les forces de sécurité intérieure, mais c'est aussi très intéressant pour l'adversaire. Et ce sera aussi, c'est déjà aujourd'hui exploité par l'adversaire, et ça le sera sans doute encore davantage à l'avenir. Sur la donnée que vous évoquez, la donnée c'est un enjeu majeur en matière de sécurité. L'exploitation de la donnée, ça a été évoqué par Valentine Maillard sur l'exploitation de données qui sont issues de la téléphonie mobile, notamment sur les interceptions qui sont faites. C'est un enjeu qui est un enjeu crucial sur lequel le ministère de l'Intérieur travaille de manière assez forte, de manière à ce qu'on puisse avoir des dispositifs qui sont plus performants aujourd'hui, avec une couche d'intelligence artificielle bien plus importante encore que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc ça, c'est vraiment un enjeu d'avenir. Il y a un autre sujet aussi sur lequel on réfléchit beaucoup, on ne fait pas que réfléchir, et on y associe justement nos réservistes citoyens et les réservistes opérationnels, c'est le métavers. Le métavers, aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement comment ça pourrait être utilisé par l'adversaire, mais également voir comment nous, on peut l'utiliser de manière très concrète pour les forces de sécurité intérieure. Et les bonnes idées, les bonnes réflexions, elles ne viennent pas uniquement des forces de sécurité intérieure, des gendarmes et des policiers, mais c'est là où aussi on a besoin d'associer toute la société civile, et par l'intermédiaire de nos réservistes, c'est aussi une bonne possibilité. Donc oui, il faut qu'on pense à l'avenir et pas être uniquement en réaction, mais vraiment être très proactif sur la manière dont l'adversaire pourra aussi utiliser les nouvelles technologies. Bon, c'est un dernier mot de recrutement pour soutenir ce qui a déjà été dit. Moi, je suis une femme dans la police et ce n'était pas forcément quelque chose que j'envisageais. Il ne faut pas se fermer de porte du tout. Moi, ma vocation, elle est née d'un film que j'ai vu dans une salle de cinéma comme ça, et je me suis dit pourquoi pas moi. Et c'est vrai que des métiers comme ceux de la police ou de la gendarmerie apparaissent comme pas forcément accessibles. Et ils le sont en fait vraiment beaucoup. Et surtout, c'est pas forcément l'image que vous pouvez en avoir. Il y a énormément de métiers dans la police. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans la police. J'ai eu le temps d'être en commissariat. J'ai eu le temps de prendre le commandement de dispositifs de maintien de l'ordre très intenses. J'ai fait de l'antiterrorisme, j'ai fait de la cyber. Il y a plein de métiers, on peut faire des parcours qui sont variés. Ça reste intéressant toute la vie. Et ça, c'est vraiment important. Et puis surtout, l'engagement de policiers ou de gendarmes, il est aussi ce qu'on en fait avec ses convictions. Et je pense que surtout, on a un sentiment d'utilité qui est permanent et on se trouve toujours à notre place. Donc je ne saurais que vous encourager, au-delà même des métiers du numérique dans la police qui sont, moi je trouve, passionnants, à rejoindre la police ou la gendarmerie dans ces métiers. Merci beaucoup. Vous m'invitez, madame, à conclure. Moi, je voudrais saluer d'abord l'initiative d'organisation d'un rendez-vous de l'emploi
parce que on est, je salue le président du MEDEF et les représentants des acteurs socio-économiques présents dans ce rendez-vous aussi. On est dans une situation assez curieuse. En réalité, en France aujourd'hui, on a un taux de chômage qui a rarement été aussi faible depuis presque 40 ans. Parce qu'à chaque fois que les orateurs comme ça causent, ils parlent toujours du jalon de 30 ans. Le problème, c'est que le jalon de 30 ans, c'était il y a plus de 30 ans, puisque tout le monde parle et le temps passe. Et donc, en clair, il y a 40 ans, le taux de chômage avait déjà dépassé le niveau en Essonne auquel il est aujourd'hui, la 6,2% de la population active. Mais en revanche, on sait bien que dans nos villes, dans nos villages, il y a des poches où le taux de chômage est plus important. Donc c'est absolument essentiel de faire des rendez-vous comme ça, d'avoir des moments où on peut échanger, où des professionnels viennent vous parler de leur métier. N'hésitez pas à pousser les portes, à nous écrire pour demander des stages. On prend des stagiaires en police, en gendarmerie, en préfecture. Je n'ai pas parlé des systèmes également numériques des préfectures, mais c'est pour nous également un enjeu absolu de sécurisation de nos titres d'identité et de voyage, des titres de séjour, des conditions dans lesquelles on reçoit les usagers. Parce qu'aujourd'hui, il y a parfois des délais importants pour avoir un certain nombre de choses. Et l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à traiter aussi un certain nombre de dossiers par des systèmes de récurrence, des systèmes qui vont permettre d'accélérer le traitement des choses. Voilà. Donc, belle journée à chacune et chacun. Bonne suite à vous toutes et vous tous. Puis moi, j'aurais simplement besoin d'avoir un point de contact, comme on dit, pour savoir à qui j'envoie mon flyer, pour celles et ceux qui veulent avoir un job d'été, excusez-moi, je recrute, un job d'été en 2024 qui est très intéressant, qui ramène des sous. Et pour ma part, voyez-vous, c'était déjà le charme de la casquette, quand j'avais votre âge, de toutes les vacances intermédiaires et les vacances d'été, je faisais cheminot et j'étais contrôleur à la SNCF. Eh bien, c'était un job d'été très bien payé. Et ça fait une grande différence quand après on retrouve sa bourse d'enseignement supérieur, d'avoir eu un petit peu de sous l'été hors champ. Et moi, à l'époque, ce salaire-là, il était intégré dans le traitement de la bourse, donc il diminuait un peu mon revenu résiduel, ce qui ne sera pas votre cas. Donc, madame, je prends votre mail et je vous envoie ça dès le retour dans ma voiture. Belle journée à vous. Donc je disais, donc déjà bonjour à toutes et à tous. Par rapport, vous parlez de Paris 2024, mais à l'heure actuelle, il y a la Coupe du Monde de rugby, qui est aussi en France. Il y a en Essonne le CNR, pour ceux qui ne savent pas, Centre National de Rugby, où on entraîne les futurs pros du rugby. Et dans ces cas-là, est-ce que ça sert en fait, entre guillemets, de test au niveau cyber, puisqu'on invite tous les pays du monde à cette Coupe du Monde? Pour tout vous dire, sur le plan opérationnel, il y a au ministère de l'Intérieur actuellement une cellule, un centre de commandement qui est la préfiguration absolue de ce qui se passera pour les Jeux Olympiques. Qui associe l'ensemble des direction générale de la gendarmerie, de la police nationale, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et avec une capacité également de basculer en interministériel, c'est-à-dire avec l'ensemble des autres sujets. La Coupe du Monde de rugby, votre question elle est très intéressante, parce que comme elle se passe globalement très bien, personne n'en parle. Et donc c'est bien, vous avez raison d'en parler, puisque nous sommes dans un pays où parfois on parle plus des choses qui vont pas que des choses qui vont bien. À part la Coupe du Monde de rugby, à part les 2-3 premiers matchs
où la bière sponsor officielle de la Coupe du Monde n'avait pas prévu les bonnes tireuses à bière, que ça faisait trop de mousse et pas assez de liquide, et un sujet lié à la sécurité à Marseille, où effectivement la fluidité de la file d'attente de billetterie par l'organisateur World Rugby n'était pas complètement optimale. Et donc, à part ces deux petits trucs, on n'en a globalement pas entendu parler. Alors, dans ces cas-là, je touche du bois, parce qu'il ne faut pas porter le mauvais œil. D'abord parce qu'on a un quart de finale à gagner dimanche soir. Plus sérieusement, sur la partie globale sécuritaire, c'est effectivement, je vais laisser les collègues parler de cyber, mais c'est exactement une répétition générale pour les forces mobiles, pour la préfecture de police à Paris, pour l'ensemble des préfectures qui gèrent des sites. C'est vraiment une répétition générale de ce qui nous attend pour les Jeux Olympiques, avec également un autre élément important, c'est qu'une Coupe du Monde de rugby, c'est long, et donc c'est 2 mois. Même aimer les matchs de poule, c'est 1 mois. Donc ça correspond à peu près au volume temporel des Jeux Olympiques. En revanche, l'intensité et le nombre de nations est bien moins important quand même que pour les JO. De manière effectivement très concrète, je l'évoquais tout à l'heure sur les différents points qu'on avait mis en place dans le cadre des Jeux Olympiques. Pour la plupart, ils sont mis en place dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby. Le premier, c'est celui de l'état de la menace. On l'évoquait tout à l'heure aussi, ce que disait Monsieur le Préfet sur le centre qui est mis en place aujourd'hui au niveau central, où police et gendarmerie sont présents. Eh bien, on fait en sorte de faire remonter au niveau central l'ensemble des phénomènes qu'on identifie aujourd'hui, de manière à ce qu'on puisse très rapidement réagir. Je peux vous donner un exemple. On a observé quelques signaux faibles qui sont des attaques par délit de service, les DDoS. Ce sont des choses qu'on observe aujourd'hui, sur lesquelles il faut qu'on reste prudent. Ça n'a pas eu d'impact majeur, mais pour autant, c'est un signal faible sur lequel il faut être particulièrement vigilant. Donc ça, c'est un point concret. J'avais évoqué aussi la mise en place d'équipes pluridisciplinaires, des enquêteurs, des techniciens ou des ingénieurs et également des spécialistes de la gestion de crise, qui sont aujourd'hui mis en place partout, dans les départements, dans les régions, au niveau central, en fonction du phénomène auquel on serait confronté si on avait une attaque cyber plus ou moins importante. Et en fonction de nos moyens, cette subsidiarité et du niveau de l'attaque, eh bien, on déclenche l'équipe qui est la plus appropriée en la matière. Et puis, sur l'aspect prévention que j'avais abordé aussi, je parlais tout à l'heure de supply chain, donc toute la chaîne logistique d'approvisionnement ou tous ceux qui sont en cascade concernés de près ou de loin par les Jeux Olympiques. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la Coupe du Monde de rugby. Je vous donne un exemple très simple. On a des hôtels aujourd'hui en zone gendarmerie dans lesquels, ou en zone police nationale, vous avez des équipes de rugby qui sont logées. Eh bien, les pré-diagnostics cyber qu'on a fait, on en a fait au profit des hôtels. Parce qu'il n'y a rien de pire, finalement, qu'un hôtel qui serait complètement inquiet, les joueurs qui ne peuvent pas sortir, et même si potentiellement c'est pas important pour leur intégrité physique, le fait qu'ils arrivent en retard pour commencer le match, ça a un impact sur la visibilité et sur l'image que ça peut renvoyer. Donc ça peut paraître tout simple, mais ce sont aussi des choses que l'on fait et ça fait partie des actions. Je vais pas me répéter, on est aussi, nous, dans la même configuration que celle qu'on prépare pour les grands événements, et y compris dans aussi nos collaborations entre les services et la coordination de nos services. Ce qu'on remarque par rapport à la menace, c'est effectivement, donc il n'était pas, là aussi je touche du bois, l'état de la menace en amont de la Coupe du Monde de rugby n'était pas le même que celui qui est fait pour les Jeux Olympiques, donc ça nous permettait aussi d'aborder les choses différemment. Ce qu'on remarque effectivement, il y a les attaques DDoS qui sont un sujet particulier. Nous, on a à la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, on accueille les plateformes Pharos et Thésée. Pharos, ça permet le signalement de tous les contenus illicites et les retraits. On voit qu'il y a malgré tout des sujets, surtout liés à l'international, qui restent très forts, avec énormément de propos de haine en ligne et de discrimination, et ça c'est quand même des sujets et sur lesquels on est très vigilant, donc on renforce aussi nos moyens sur cette plateforme. On a une plateforme qui s'appelle Thésée aussi, qui permet de faire des dépôts de plaintes en ligne lorsqu'on est victime d'escroquerie. Et l'intérêt que ça a, c'est que plutôt que d'aller dans les 4 coins de France déposer plainte sur des faits pour lesquels les gens se sont escroqués à hauteur de 1200 euros, ce qui représente beaucoup d'argent en général pour les personnes, mais qui en général ne suffit pas forcément pour ouvrir des enquêtes d'ampleur. Nous, on reçoit toutes les plaintes au même endroit et on se rend compte, là on a plusieurs très gros dossiers ouverts d'escroqueries liées à la Coupe du Monde de rugby. On se rend compte qu'il y a quand même un attrait particulier sur ces grands événements.
Et ça nous permet de remarquer que on a peut-être une annonce sur le bon coin d'une fausse location qui a fait 15 victimes avec des préjudices qui sont là plutôt de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, et donc de permettre après d'avoir des enquêtes qui soient quand même un peu plus impactantes et qui mettent plus de moyens. Donc ça c'est ce qu'on voit aussi apparaître. On suit de près également les vagues de swatting. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le swatting, c'est des envois de forces de l'ordre pour de fausses raisons, c'est par exemple des fausses alertes à la bombe. Sauf qu'il y en a de plus en plus qui sont liés à des attaques informatiques, avec notamment des jeunes lycéens qui se font pirater leur compte en allant jouer en ligne. Donc ça me permet de faire passer un petit message de prévention. Lorsque des choses sont téléchargées en ligne, ce qu'on appelle des info-stealers, par en général des collégiens et des lycéens, et qui se font ensuite pirater leur compte, notamment leur compte d'école, ce qu'on appelle des environnements numériques de travail, et qui ensuite sont utilisés pour faire des fausses alertes à la bombe. Il y a eu des grosses vagues, et ça c'est quand même des événements qu'on suit de près, parce que souvent ces vagues sont liées soit aux examens, aux vacances, à la rentrée, donc ça c'est des choses qu'on maîtrise, mais ça peut aussi avoir un impact sur les grands événements. J'aurais juste une dernière question, après je laisse aux autres. En fait, je trouve qu'il manque un représentant, c'est des transports en commun. On a notamment des problématiques avec le RERD ici, c'est connu, enfin je visite. La SNCF, en fait, quel est son impact? Parce qu'on se rappelle des attentats, pour les plus vieux, des attentats de Saint-Michel en 95, qui pourraient se reproduire pour les JO. Et ça impacte forcément tout ce qui est RER, SNCF, métro et autres. Et puisqu'il y a plein de franciliens ou des gens qui vont habiter en région parisienne qui vont aller sur les sites, mais ils n'habitent pas forcément à côté. Et donc, quel est l'impact pour les JO au niveau des transports et au niveau de la sécurité en termes global, et donc la cybersécurité aussi? Merci. Est-ce que vous pouvez parler ? On peut en parler. Effectivement, on n'est pas représentant de cette matière spécifique. Ce qui est sûr, c'est que plus globalement, au-delà même de la cyber, la mobilisation des forces de police et de gendarmerie est particulièrement renforcée en lien avec la Coupe du Monde de rugby et les JO. Il y a des dispositifs qui sont nombreux et on a parlé tout à l'heure d'équipement en termes d'intelligence artificielle par rapport à la vidéoprotection. Il y a une montée globale en compétences, en moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui est très importante, y compris sur les transports. On a de part et d'autre des forces de police qui sont dédiées à la sécurité dans les transports au niveau national mais aussi au niveau francilien, et qui sont dédiées aussi aux investigations spécifiques des faits et des infractions qui peuvent être commises. Il y a évidemment une mobilisation des services antiterroristes et des services de renseignement qui est particulière afin d'évaluer le risque et la menace qui pèsent sur les transports. Je ne pourrais pas être beaucoup plus précise vu l'endroit d'où je vous parle, mais c'est un dispositif d'ampleur. Et sur l'aspect effectivement très cyber des transports, vous avez plusieurs acteurs. Vous avez d'une part le comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui a également des prestataires, qui eux sont en accompagnement aussi au profit des différents prestataires eux-mêmes en termes de transport, donc ils les accompagnent aussi en matière de cyber. Sur ceux qui sont les plus importants, qui peuvent être des opérateurs de services essentiels ou des opérateurs d'importance vitale, vous avez également le rôle de l'ANSSI. Et sur la supply chain que j'évoquais tout à l'heure, en fonction du niveau d'importance et le niveau d'implication dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques, vous pouvez avoir d'autres prestataires qui, eux, accompagnent les entités qui sont concernées pour analyser un peu leur niveau de maturité d'un point de vue cyber et leur faire de recommandations de manière à ce qu'elles puissent se mettre en ordre de marche pour être, on va dire, le plus à jour possible en matière de maturité cyber. Donc si vous voulez, vous avez tout un dispositif avec une ligne de partage des eaux, entre ce que l'ANSSI pourra faire, entre le COJO et ses prestataires pourront faire, et puis ce que d'autres prestataires, comme la gendarmerie par exemple, ce que j'évoquais tout à l'heure dans les quelques exemples, peuvent faire à son niveau, ou d'autres entités comme la police ou autres opérateurs. Si je peux rajouter, l'enjeu des communications globalement fait l'objet d'un certain nombre d'exercices de la part des forces de l'ordre. Depuis quasiment 2 ans maintenant, on fait des exercices en lien avec les grands événements et on envisage de manière prospective tous les cas de figure. Et la question des communications et des transports est au cœur des préoccupations. Merci.
Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis si vous voulez continuer les questions, ce sera plutôt dans l'espace commun qui se trouve dans l'autre partie du bâtiment. Merci à vous.